Le printemps sera chaud, le casque de réalité étendue d'Apple devrait bien être annoncé à la sortie de l'hiver avec une disponibilité cet automne. Son OS XROS serait tellement prioritaire que des nouveautés prévues dans iOS 17 seraient reportées à 2024. Quant au Mac, Steve Jobs ne voulait pas en entendre parler, mais selon Mark Gurman, un premier MacBook Pro à écran tactile arriverait bien en 2025. La mise au point de Gilles Dounès et Apple en difficulté autour d'un brevet qui ne lui appartient pas et dont l'Apple Watch profiterait depuis la série 6. Gilles qui va tout nous expliquer au sujet de l'oxymètre. Et puis, retour de Las Vegas, on va vous emmener au CES 2023, le plus grand salon au monde dédié à l'innovation. L'iPad et l'iPhone étaient partout et des marques de l'écosystème en ont profité pour annoncer des nouveautés qui nous concernent directement. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 119e numéro d'iWeek, la semaine Apple, et tout d'abord, bonne année à toutes et à tous, bonne année les copains. Bonne année mon capitaine. Bonne année les copains. Je suis très très heureux de vous retrouver en ce début 2023, salut Gilles Dounès. Salut Benjamin Vincent. Trop chouette de vous retrouver en ce début d'année, n'est-ce pas Fabrice Neumann ? Oui, très, très content de reprendre et je connais au moins un de nos auditeurs fidèles qui était impatient qu'on reprenne. Il se reconnaît. Je vois qui tu veux parler. le plus chinois des Français. Exactement. On salue Gérald en Chine. Et salut Eli Abitbol. Bonsoir tout le monde, ravi d'être de retour. Je regardais si les choses avaient changé, mais a priori non, j'ai des petites choses qui me semblent familières. Mais voilà, je suis là, je suis de retour. Formidable, très 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 heureux d'être avec vous, de vous retrouver. Je suis Benjamin Vincent. Et ce début 2023, pour moi, il a commencé un peu sur les chapeaux de roue. Je suis de retour en France depuis quelques heures, c'est de ma faute si on a pris quelques jours de retard pour démarrer l'année ensemble. Alors j'ai la tête à l'envers et je suis un peu à l'ouest, mais je suis quand même bien avec vous. Le programme cette semaine, il est passionnant, entre un premier Mac à écran tactile dans les tuyaux potentiellement, le casque Apple qui approche et le CES 2023. On va passer un bon moment tous ensemble. Je vous rappelle qu'iWeek, la semaine Apple, c'est le podcast de référence sur l'écosystème Apple et son actualité. Abonnez-vous, suivez-nous sur toutes les principales plateformes dont Apple Podcast et Spotify. On a aussi besoin de vos notes 5 étoiles et de vos avis pour gagner de nouveaux auditeurs. Pour voir nos têtes de beaux gosses en vidéo, deux possibilités. Je suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui, mais deux possibilités. Patreon.com/iWeek pour y avoir accès en avant-première avec 2 à 3 jours d'avance. C'est l'un des privilèges de notre communauté sur Patreon. Sinon, à partir du dimanche et avec un petit peu de pub, vous avez toujours la solution YouTube. Dans quelques instants, dans quelques minutes, direction Las Vegas pour le CES 2023. Le retour du CES après 2 années chaotiques liées au Covid. Beaucoup d'innovations, de voitures et quelques news qui nous concernent directement dans l'écosystème Apple. Mais tout de suite, la rentrée de Mark Gurman avec ses infos autour du casque de réalité étendue et du Mac. À tout de suite. L'année 2023 a commencé pour Mark Gurman et pour ses sources bien informées chez Apple et ses fournisseurs. 2 sujets principalement dans la newsletter hebdomadaire de notre confrère de Bloomberg. Alors dans un instant, on va revenir sur cette idée qui ferait bondir Steve Jobs, celle d'un premier MacBook Pro à écran tactile. Mais tout d'abord, des nouvelles du casque de réalité attendu. Oui, la présentation aurait pu avoir lieu dès ce mois de janvier, mais visiblement la probabilité est de plus en plus forte qu'elle ait lieu, cette présentation, au printemps et plus précisément au mois de mars.
Apple présenterait par la même occasion son OS, baptisé XROS, et dont le nom de code en ce moment serait Borealis, avant bien sûr d'enfoncer le clou en juin pendant la WWDC. Une poignée de développeurs triés sur le volet serait déjà en possession du casque, comme on le pense depuis un moment. Casque qui sortirait donc commercialement à l'automne prochain. Alors on parle toujours d'un prix supérieur à $2000, même s'il s'agirait d'une version plus abordable que prévu, sachant qu'une version haut de gamme serait elle dans les tuyaux pour 2025. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, les amis. Qu'est-ce que ces nouvelles vous inspirent ? Est-ce que d'abord, il y a beaucoup de nouveautés dans ces infos ? Ellie ? Ben non, et moi je suis ravi que Mark Gurman se rallie enfin à ma sagesse légendaire que j'ai pu vous exprimer à de nombreuses reprises dans l'émission. Donc présentation en douce à certains développeurs clés pour début d'année, c'est ce qu'on avait dit. Sortie du casque et présentation à tous les autres développeurs. Moi je dis WWDC, donc c'est bien dans le printemps. Et ensuite sortie à l'automne, mais attention, sortie en octobre-novembre, parce que septembre c'est iPhone 15 et il n'y aura rien d'autre. Mais, enfin si, Apple Watch bien sûr, mais le casque octobre-novembre, donc c'est bien, toujours en automne, mais c'est plutôt fin d'année quoi. Fabrice, sur le timing, est-ce que tu rejoins Mark Gurman ? Non, je rejoins Ellie naturellement, puisque c'est la grande sagesse d'Ellie d'abord. Et ça, les deux vont ensemble parce que des développeurs aient déjà le casque en leur possession, c'est tellement évident, il faut travailler dessus quand même pour ne serait-ce qu'avoir des choses à montrer. Avoir une histoire à raconter. Moi, je suis toujours très impatient de savoir quelle histoire Apple va raconter autour d'un nouveau produit, parce que pour l'instant, l'histoire... Ça a pas l'air si calé que ça, hein, d'ailleurs. Non, mais bien sûr. Alors, ça rajoute à mon impatience, parce que j'aurais presque envie de dire, j'ai envie de savoir comment ils vont s'en sortir. Parce que pour l'instant, les histoires qu'on entend autour des casques de réalité virtuelle, c'est quand même pas, c'est pas génial. Hein. On joue, voilà. Meta arrive en disant avec son Horizon World, on peut travailler dans un monde formidable où on a tous l'air de personnages de bande dessinée. Je vois pas du tout à quoi ça sert pour travailler dans ces conditions-là. Là-dessus, si je suis un peu coquin, on va rajouter les discours de Tim Cook qui disait « Oh, regardez, les tableaux Numbers en réalité augmentée, ça va être formidable. » Moi, ça me fait peur, hein, parce que si c'est pour manipuler des données dans un tableur, j'ai pas envie non plus. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont trouver quelque chose, une sorte de un peu de killer app, etc. Ou alors, ce serait comme la première version de l'Apple Watch, où, je répète souvent, hein, l'Apple Watch qu'on appelle maintenant série 0 quand elle est sortie, quand ils l'ont présentée, en fait c'était un peu le bazar, c'était brouillon, ils savaient pas à quoi ça servait eux non plus. Ça s'est vite rattrapé. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai très hâte de voir tout ça, voir comment ils vont s'en sortir. Et puis pour le petit clin d'œil dans ce que t'as dit tout à l'heure, un casque à $2000 et puis une version haut de gamme à plus cher. Alors c'est quoi un truc d'entrée de gamme à $2000? Et donc si c'est le cas, il se mange pas du coude quand même. Mais bon, faudra voir aussi. Gilles, la version haut de gamme, c'est avec la voiture en fait, ça fait partie de la voiture. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Gilles, qu'est-ce que tu retiens de ce que Gurman avance? Quelle est la part pour toi de réalité là-dedans? Virtuel. Donc moi je demande à ce qu'on sorte les archives. Exactement. Parce que je me souviens très bien avoir bataillé un peu dans le scepticisme et l'hilarité générale en parlant du mois de mars justement et du mois de juin ensuite, après le teasing, un peu comme ils avaient fait pour la première version d'iOS. Cela dit, l'option janvier était peut-être sur la table, et comme toujours avec Apple, il y a un plan A, un plan B, un plan C, et s'il n'y a pas de plan D, ils improvisent. Pour répondre à ta question, ce qui est de nouveau, c'est la baisse du prix
où on est à environ 30% moins cher que ce qui était annoncé au départ. Et tu veux dire qu'on est passé de 3000 à 2000, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, sauf qu'Apple l'a jamais annoncé. Hein. Non. Oui. Non, mais ce qui était tenu pour pratiquement certain par rapport à tout ce que disait tout le monde. Alors, peut-être qu'ils se copiaient les uns les autres et ils ne voulaient pas se dédire. Ce qui est important, c'est que le calendrier maintenant se rapproche, d'autant plus que je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que disait Fabrice. Ça va vous étonner, mais apparemment, Meta aurait fait pas mal de progrès avec son propre casque de réalité virtuelle, de réalité mixte, et Apple aurait décidé donc apparemment de carguer un peu les voiles et de se débrouiller pour, d'une part, avoir quelque chose d'un peu moins prohibitif, et puis quelque chose aussi d'un peu sérieux à proposer, parce qu'ils ont besoin de, comme ils font toujours, hein, de réexpliquer au reste de l'industrie comment les choses doivent être faites. Alors, c'est pas faux ce qu'il dit Gilles, parce qu'on en reparlera après pour les standards de charge sans fil. C'est exactement ça qui se passe, d'ailleurs. Pour ce qui est du prix du casque, moi ça m'a fait penser à un autre événement, c'est le lancement de l'iPad. Donc en 2010, quand l'iPad a été lancé, il y avait beaucoup de... Pareil, on parlait beaucoup, ça sera sûrement une tablette, ça va coûter combien? Ça va coûter au moins $1000 forcément, etc. Et le premier iPad était à $500 hors taxe, comme on dit, toujours en prix américain. Et c'était une grande surprise. Alors, je vais essayer de rester optimiste en me disant qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et que ça fait des mois, voire des années qu'on parle de $3000, puis maintenant 2000, et que peut-être que finalement, ce sera pas si cher que ça, sachant que le dernier Meta Quest 2 est pas à $500 non plus. Hein. Donc $2000, ça paraît presque raisonnable en termes de prix appelien. Il est à 1800 le Meta Quest Pro. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Donc du coup, c'est presque un prix déjà Apple. Donc ils ont pas savonné la planche d'Apple. Là, ils ont bah allez-y. Si c'est un petit peu plus cher, c'est pas grave. C'est vrai. Du coup, alors si ce casque est effectivement présenté au mois de mars, quel impact ça peut avoir sur le timing d'annonce des autres produits entre maintenant et l'été, Ellie? Parce qu'il y a la queue là sur les produits à lancer. Ben là, c'est carrément le bouchon, hein. C'est-à-dire qu'on sait pas où a eu lieu l'accident sur l'autoroute des sorties des produits, mais alors là, ça commence à bouchonner sérieusement. Puisque une des informations qu'on a eues aussi ces jours-ci, c'est que les MacBook Pro M2 qui sont prêts presque depuis un moment mais qui ont dû avoir des petits problèmes de dernière minute, ben en fait ne vont pas sortir en janvier-février comme on pensait, mais plutôt au printemps. Plutôt au printemps, c'est pas là aussi où on va parler beaucoup du casque et donc il faut pas mélanger les messages. Donc c'est pour ça que je disais WWDC, donc début juin pour le casque et pas mars du tout. Mais on verra, c'est possible. On verra. On garde cette archive et on la repassera dans quelques mois. Yes, mais c'est vrai qu'il y a d'autres produits parce que si du coup les MacBook Pro c'est le printemps, pour des questions, apparemment, ils ont des petits problèmes de production, en fait. Hein. Que devient l'iMac ? Que devient le Mac Mini ? Je veux dire, après, on a une série de produits impressionnantes. Et après, n'oubliez pas qu'on commence à parler de M3. Si jamais le Mac Studio restait, puisque rappelez-vous qu'il y a eu cette rumeur comme quoi le Mac Studio allait disparaître. Bon, n'importe quoi, mais bon. Oui. Bref, du coup, ils vont les caser où, tous ces produits ? Parce que, bon, à moins qu'ils décalent tout, hein, parce que s'ils commencent à tout décaler et qu'on commence à parler de 2024, alors là, les lunettes, ça sera 2026, la voiture 2030, bon, bah, on s'en sort plus. Mais non, il n'y aura pas de voiture. C'est vrai. Alors, après, il y a au moins deux sujets. Elie, il y a au moins deux sujets dans ce que tu viens de dire. D'abord, quand même, vraiment, on reste sur cette question de l'agenda. Supposons que le casque ne soit pas annoncé en juin, mais au printemps. Est-ce qu'Apple va d'abord annoncer les Mac, puis le casque ensuite, ou va
faire du casque sa première annonce de l'année et les Mac viendront après, à votre avis? Non, moi, je crois C'est que la le casque... première. Le casque, les lunettes, ce sont la priorité. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est le palais Je qui suis pas est sûr, en hein. avant et vers le. Pardon? Je suis pas sûr. Un produit nouveau qui sera pas dispo et qui va sortir très cher et qui sera dispo qu'à l'automne. On a besoin. C'est le truc de Balmer. Ils ont besoin de vendre du Mac développeurs. en ce moment. Oui, mais. Oui, mais les développeurs, c'est la WWDC, priorité. c'est pas mars. Hein. C'est pour ça que moi j'insiste sur juin et que je suis têtu. Hein. C'est parce que ce produit a déjà été prêté ou montré à quelques développeurs stratégiques, mais les gens qui doivent faire le succès de ce casque, c'est tous ceux qui vont être là à la WWDC et qui vont le découvrir et qui vont être enthousiasmés et qui vont avoir envie de faire du portage ou de la création d'apps en ayant vu les 4-5 killer apps qu'Apple va leur montrer en juin. S'ils le présentent en mars en disant aux développeurs, voilà, regardez, c'est génial, vous avez vu ce qu'ont fait vos copains, on en parlera en juin. Non, ça refroidit le marché. En plus, Reality OS est un peu en retard. Apparemment, Apple est en train de piquer des développeurs un peu partout au sein de la boîte pour débugger ce système qu'on donnait comme étant fini au mois de décembre. Hein. Les rumeurs disaient, ça y est, Reality OS est fini, il est prêt, etc. Bah non, a priori non. Donc c'est pour ça que je disais ça. Et ensuite, il y a un problème aujourd'hui énorme de revenus pour Apple. Rappelez-vous que Apple a signalé en fait que les revenus Mac seraient en Q1 nettement inférieurs aux prévisions. Q2 va pas être génialissime s'ils annoncent pas des produits. Donc ça veut dire que 2 trimestres à faible revenu, ça commence à être compliqué. Hein. Parce que c'est pas en Q2 qu'il va y avoir de l'iPhone. Hein. Donc, c'est bien pour ça que je disais à Gilles que les Mac me semblaient prioritaires, en tout cas en termes de chronologie. Gilles, à toi. Les lunettes à réalité virtuelle, éventuellement le casque, c'est le palais vers lequel Steve Jobs voulait patiner en permanence. C'est le next big thing, c'est l'innovation au sens pur qu'on reproche à Apple de ne pas d'avoir un peu abandonné. Maintenant, dans les rumeurs qui ont été signalées, il y a la sortie du Mac Pro qui est avec une version M2 et au premier trimestre. Mais je ne suis pas d'accord avec Ellie. Je vois une présentation avec une keynote et les premiers développeurs qui ont eu le truc entre les mains pour proposer quelque chose et amorcer la pompe de cet OS qui sera présenté formellement aux développeurs et donner envie. Sinon, ça va complètement vampiriser, cannibaliser les nouveautés qui vont être présentées pour iOS et pour macOS. Non, alors j'ai pas de réponse claire de votre part, hein, les amis. Non, mais... Attends, Elie, attends. Fabrice, peut-être qu'il aura capacité de me dire les choses clairement. Est-ce que tu vois des Macs annoncés avant le casque ou l'inverse? Alors, je suis embêté. J'aurais envie de dire oui, si ce sont des Macs entre guillemets peu importants, c'est-à-dire des versions M2 de Mac qu'on connaît déjà, comme les MacBook Pro qui sont a priori dans le pipe et qui sont prêts, je verrais bien un événement qui permettrait de dire bon, on a des nouveaux MacBook Pro, bon, et alors attention, on va vous parler du casque. Pour lancer un petit peu la machine et faire monter le hype. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec Ellie. Je pense que la hype a besoin de monter en sauce sur un temps un peu plus long parce que nouveaux produits, parce que justement, parce que aussi ce serait presque le moyen de donner au casque son événement à lui au mois de mars, même si c'est pour annoncer aussi en vitesse des nouveaux Mac. Entre guillemets, hein, j'ajoute peu important, parce que à la WWDC, ça ne peut pas être consacré qu'au casque uniquement, parce que il y a les nouveaux OS, les nouvelles versions d'OS qui intégreront des fonctions dédiées au casque. Donc il faut aussi donner du temps
à ces nouvelles fonctions-là, en plus iOS 17 et toutes ces choses-là. Donc je vois pas pourquoi Apple pourrait ne parler que du casque à la WWDC, ou en tout cas ça équivaudrait à ne parler que du casque s'il était annoncé juste... Non, on n'a jamais dit ça. Non, je reprends ma phrase. Ça équivaudrait à ce que les gens ne parlent que du casque s'il n'était annoncé qu'au mois de juin. Alors que s'il a déjà été annoncé au mois de mars, on dirait « Ah, ils ont réannoncé le casque avec en plus des choses qui sont prévues pour le casque dans les nouveaux systèmes, les nouvelles versions de système. » Et après, je rejoins Ellie en disant « En septembre, à Les Blaise, on parle des iPhone 15. » Avec, dis donc, en plus il y a des trucs pour le casque dont on a déjà parlé, et badaboum au mois d'octobre, éventuellement novembre, mais sûrement octobre tant qu'à faire, le lancement commercial du casque, avec des applications, etc., qui sont du coup prêtes parce que préparées depuis plusieurs mois par les développeurs, même s'il y a déjà des gens qui travaillent dessus dès maintenant. Voilà, c'est assez clair ça ? Avant de repasser la main à Ellie, moi je pense qu'il y aura un événement unique dédié au casque. Je ne sais pas exactement quand il aura lieu, mais je vois effectivement pourquoi pas un événement au printemps. Les Mac, si c'est juste les mêmes en M2, ça vaut peut-être simplement un communiqué de presse. Il n'y a pas besoin forcément d'une keynote. S'il y a un Mac Pro, s'il y a un nouvel iMac 30 pouces, ça peut peut-être valoir une keynote. Avec le Mac Mini, etc. Donc ça dépend en fait, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans le wagon. Et puis je te rejoins Fabrice aussi sur le WWDC. Il y aura tous les OS et il y aura aussi l'OS du casque. Bien sûr. Logiquement. Ça c'est sûr. On peut dire de manière quasiment certaine qu'en juin on parlera de l'OS du casque. Ça, c'est une quasi-certitude. Puisqu'il est prêt. Puisqu'il y a des choses qui sont sorties dans différentes bêtas. Mais la sortie d'un Mac Pro, d'un iMac Pro, lors d'une keynote en mars, je vous rappelle, le Mac Pro est donné comme sortant présenté au début du... C'est le premier sur la liste. Ouais, alors c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, oui. Non, c'est un autre sujet. C'est typiquement mais c'est un autre sujet important, qui est... je veux dire. Oui. Mais non, attends, il est lié, c'est un truc qui est typiquement fait pour développer des applications en réalité virtuelle, en 3D, quelque chose qui est extrêmement gourmand en mémoire, on en reparlera après, mais c'est vraiment quelque chose qui demande de la puissance et c'est le moment idéal pour le présenter. Alors, l'une des questions que tu soulevais, Ellie, tout à l'heure, c'est de savoir si le Mac Studio allait disparaître. Il y a effectivement eu une rumeur. Tu disais que c'était totalement improbable et impensable. On dit de plus en plus que le Mac Pro, en fait, serait relativement limité dans ses capacités d'expansion. Finalement, quel serait l'avantage d'avoir un Mac Pro pas expansif face à un Mac Studio qui existe déjà et qui est plutôt stable, on va dire? Oui, et très difficile à trouver. Le problème, c'est que si Apple arrêtait le Mac Studio au bout de 1 an pratiquement d'existence, ça serait la première fois qu'ils arrêtent un produit aussi vite. Et ça serait presque un aveu d'échec, puisque depuis le début... Il y a eu la pipine. Il y a eu la pipine aussi. Oui, mais c'est vrai, mais non. Le Mac Studio, même si on a beaucoup de mal à en avoir, c'est vraiment un produit très difficile à avoir. Ça serait compliqué pour Apple de l'arrêter comme ça. C'est pas impossible, hein. Moi j'y crois pas vraiment, mais c'est pas impossible. Par contre, au niveau du casque, il y a 2 choses que vous oubliez qui sont très importantes. Attends Gilles, laisse-moi placer une fois quelque chose, s'il te plaît. Il y a 2 choses que vous oubliez qui sont très importantes. Produits. Non. 2 choses importantes, Gilles, si je suis sérieux. La première, c'est que les premiers développeurs choisis sur le volet qui auraient entre les mains des prototypes du casque avec des versions pas stables de l'OS pour faire des killer apps, ça ne se fait pas en 3 mois. Regardez, moi j'ai 40 ans d'expérience en développement de produits Apple.
s'ils ont eu des produits en fin d'année ou début 2023, les apps seront prêtes pour la WWDC si vraiment ils travaillent comme des malades. Hein. Ça se fait pas en 15 jours une app, surtout pour un nouvel OS, surtout sur un prototype, etc. Et la deuxième chose, c'est que le casque, il marche pas tout seul. Hein. Donc, soit ils font un peu comme Meta, des sortes de gants un peu affreux, ou comme PlayStation VR, qu'on met aux mains pour situer, soit ce qu'on a vu aussi dans les infos, c'est que Apple utiliserait un mix entre une Apple Watch qui servirait un peu à positionner, puisque c'est possible aujourd'hui, et cette bague, ou ce Apple Ring, dont on a encore vu des photos et des rendus 3D, qu'il faut développer en parallèle et qu'il faut synchroniser, quel que soit l'OS qu'il utilise, avec Reality OS. Donc en fait, on parle d'un casque avec 2 gadgets qui se situent au niveau des mains, qui doivent fonctionner avec 14 caméras à synchroniser et un OS à finir de débugger. Ça ne s'improvise pas. Apple ne peut pas se dire oui, parce que chez mes amis d'iWeek, ils ont dit que ça serait mars, on va le sortir en mars, mais il ne marchera pas. C'est pas possible, ils ne peuvent pas se rater sur un projet comme ça. Ils ont investi des milliards de dollars. Donc le produit sortira quand il sera montrable. Alors attends, Fabrice, on refait un détour par Gilles et on revient à toi. Mais ils sont en train justement de détourner des ressources en ressources humaines. Je fais une répétition, mais ils mettent des... comme Steve avait fait pour le Mac, en récupérant des gens de Lisa pour le Mac. Et l'inverse d'ailleurs auparavant. Ils sont en train de mettre le paquet pour être prêts. Il reste encore 2 mois. Et pour finir avec cette histoire de Mac Studio, il y a déjà eu un précédent. On l'a beaucoup comparé au Cube. Et précisément, le Cube a duré 2 ans. Il a eu un succès d'estime. Les gens l'adoraient parce qu'il était extrêmement beau. Mais il n'a pas été au-delà de 2 ans. Et d'autres produits ont pris le relais. Est-ce que le Mac Studio et le Mac Pro vont cohabiter à votre avis, ou est-ce que l'un va remplacer l'autre ? Parce que le Mac Studio est complètement dénué d'extension et d'évolution. Le Mac Pro tel qu'il est décrit, lui, ne serait pas, on n'aura pas non plus modifiable. Si, il ne serait pas modifiable au niveau de la mémoire, puisqu'elle est en position centrale, mais il y aurait des baies d'extension pour le stockage et éventuellement des cartes vidéo. D'où le point, le tropisme particulier que je lui trouve pour le développement d'applications pour le casque. Alors, cohabitation ou remplacement ? Cohabitation. Cohabitation. Le temps qu'il meurt de sa belle mort. Cohabitation, et de toute façon, moi je crois pas beaucoup aux cartes vidéo qu'on pourrait rajouter, parce que justement, l'intérêt des processeurs Apple, surtout si on arrivait à un Ultra, c'est qu'on utilise énormément de GPU. Alors qu'est-ce qu'on irait à mettre une carte Radeon ou autre dans un slot qui coûterait encore des milliers de dollars, qui serait figée elle-même et qui serait faite par quelqu'un de non-Apple, alors qu'on a un processeur qui est capable de le faire super bien. Donc on peut trouver des cartes d'extension, mais des cartes vidéo, j'y crois pas, vraiment. C'est un peu old school, les cartes vidéo, non, Fabrice ? Alors oui et non, hein, parce que en termes de... Tout ne passe pas par les Neural Engine, par exemple, et les capacités graphiques des processeurs même Ultra, c'est très bien, mais si on regarde juste des scores comme les Geekbench, les cartes AMD et encore plus Nvidia vont bien au-delà en termes de puissance. Donc si on parle de création 3D, on a besoin d'aller bien au-delà. Alors que ce soit par des processeurs graphiques ou par des améliorations internes des processeurs d'Apple, faut voir. On peut craindre que Apple se soit de nouveau placé au fond de la pièce dans un coin, là, un peu comme avec le Mac Pro de 2013, où ils sont coincés parce qu'ils mettent des processeurs maison les uns à côté des autres, ils multiplient la puissance,
Mais en termes graphiques, ils y sont pas. Après, est-ce que c'est ça qu'ils cherchent? C'est pour ça que j'ai du mal à me placer là-dessus. Parce que à côté de ça, les cartes graphiques Nvidia les plus puissantes, elles consomment à elles toutes seules 500 watts. Alors, c'est pas le cheval de bataille d'Apple. Un Mac M1 à pleine puissance, ça consomme 35 watts et demi, et c'est tout. Donc, il joue pas tout à fait le même jeu, justement. Donc, c'est pour ça que le Mac Pro, ce qui me gêne le plus dans ma réponse, c'est qu'ils ont annoncé le Mac Pro. Et on se demande s'ils en ont vraiment besoin. Et ça ressemble. Je force le trait exprès parce que c'est quand même, ils réfléchissent un petit peu avant de parler, mais on a l'impression que, en plus, c'était dans une vidéo préenregistrée, donc ils ont fait exprès quand même. Mais c'est comme si oui, c'est pas une gaffe, s'était laissé emporter en disant oups. Enfin, il dit puis le prochain, le Mac Pro. Puis en fait, il y avait quelqu'un derrière la caméra que j'imaginais il faut pas le dire celui-là. Non. Parce que ils ont un petit historique, pas très long, mais d'avoir annoncé des trucs et puis finalement après on n'en parlait plus. Alors entre un Mac Pro et un AirPower, il y a quand même un grand écart. Donc le AirPower ne sert pas, c'est pas grave. Mais pour revenir à ce que disait Gilles, pour continuer sur le Mac Pro, c'est un Mac Pro tel qu'on l'imagine, parce qu'on ne peut que l'imaginer aujourd'hui, pour le développement 3D, ceci, cela, peut-être que c'est utile. Mais heureusement que c'est pas indispensable, parce que sinon il se passerait rien. Or, on a quand même des machines aujourd'hui qui sont déjà capables de faire tout ça. On voit bien justement, il y a eu une démonstration il n'y a pas si longtemps de la puissance fantastique des Neural Engine, je reviens là-dessus, avec Stable Diffusion, la création d'images en intelligence artificielle, qui est venue d'un seul coup 2 fois plus vite dans une version remixée pour utiliser les Neural Engine sur Apple M1 et M2. Donc, il y a des réserves de puissance dans les processeurs maison qui sont quand même assez étonnantes. Et du coup, un Mac Studio, et puis bientôt, M1 Ultra, puis bientôt M2 Ultra, etc., il me semble que ça peut quand même suffire pour produire des choses d'excellente qualité. Donc le Mac Pro, s'il sort, il va avoir un autre, peut-être, donc un autre usage qui serait, en tout cas, qui cohabiterait, parce que il va coûter les yeux de la tête, en plus, quand il va sortir. Ouais. Parce qu'il faut aller au-delà du Mac Studio, avec, justement, quelques capacités d'extension, etc. Il va coûter un fric fou. Donc il peut pas remplacer, quoi. Je vois pas comment il pourrait remplacer ça. Bon, on va attendre d'avoir d'autres bribes d'infos pour avancer sur ce dossier et cette cohabitation des annonces entre le casque, les Mac et peut-être le Mac Pro enfin avant cet été. On va revenir à la newsletter de Mark Gurman qui a choisi de marquer la rentrée et le début de l'année en évoquant un projet qui serait un projet actif désormais chez Apple, c'est ce projet de MacBook Pro à écran tactile. Alors, la sortie serait prévue dans 2 ans, en 2025. Il s'agirait d'un écran OLED. On va peut-être rappeler quand même pour les plus jeunes de ceux qui nous écoutent que un Mac tactile, c'est vraiment le projet dont Steve Jobs ne voulait pas par définition. Alors je sais que Gilles, tu vas avoir beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ellie, quelle était la logique de Jobs à l'époque pour dire jamais ? Tout simplement, il disait que le fait de mettre son doigt sur l'écran toute la journée faisait que l'écran serait sale immédiatement et donc l'expérience ne serait pas agréable. Donc comme c'était un perfectionniste absolu, il a dit, il est hors de question que vous alliez avec vos mains graisseuses pourrir mes écrans, donc non. Alors, Gilles, je vais venir vers toi, mais Fabrice, ça fait des années que les constructeurs de PC proposent des PC portables qui sont en fait à la fois des tablettes et des PC. Oui, et puis il y a même, au-delà de ça, je trouve il y a des portables classiques qui s'ouvrent et qui vont même pas... Parce que ce que tu décris, alors il y a les surfaces de Microsoft dont les claviers sont détachables, donc c'est
c'est même d'abord des tablettes qui tournent avec Windows, mais qui sont que des tablettes. Il y a des portables où on peut retourner l'écran complètement sur l'arrière, et du coup, on a, quand on tient ça, c'est un peu lourd, mais on a le clavier derrière, qui est souvent désactivé dans ce cas-là. Et puis, on a l'écran devant soi qu'on peut manipuler avec les doigts. Et puis, mais il y a aussi des portables classiques, et Microsoft en fait aussi, c'est ce qui s'appelle Surface Laptop, je sais plus exactement comment c'est, qui s'ouvrent pas plus qu'un MacBook normal, et qui ont quand même un écran tactile. Il y a Dell qui fait ça aussi. Oui. Moi, ça m'a toujours laissé un peu perplexe. Ça sert à quelque chose ou pas ? Alors moi, ça m'a laissé perplexe, parce que un écran tactile sur un ordinateur portable traditionnel, de temps en temps, on se dit, tiens, on a un réflexe, parce qu'on a de plus en plus le réflexe avec toutes les tablettes qu'on manipule et les téléphones qu'on manipule à longueur de journée. On touche l'écran pour faire défiler une page. Voilà. Mais après, dès qu'il faut manipuler du texte, sélectionner quelque chose, etc., bah, la souris, le trackpad, c'est quand même mieux, il n'y a rien à faire. C'est bien pour ça que du coup, on a maintenant la possibilité de mettre un clavier et un trackpad sur un iPad, parce que pour manipuler du texte, par exemple, ou pour faire du dessin, bah, c'est avec un stylet, c'est pas avec le doigt, etc. Donc ça me laisse toujours perplexe. Et une des choses aussi, c'est que en fait, ce que j'ai envie de voir, je ne vois pas Apple, même en faisant un revirement comme ça, présenter juste un Mac avec macOS comme on le connaît aujourd'hui, qui serait tactile. Parce que l'iPad a été, et puis l'iPhone a été aussi créé pour ça, c'est-à-dire justement c'est fait pour être manipulé avec des gros doigts, donc il faut des gros trucs à toucher sur l'écran, des cibles qui sont un peu plus grosses que ce qu'il y a à l'écran d'un Mac avec des petits boutons, etc., etc. Tout ça, ce qui me fait penser, quand j'ai vu cette rumeur-là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas comment dirais-je, un mélange de rumeurs potentielles avec l'arrivée d'un iPad à grand écran. Exactement. Et que c'est ça, en fait, et que comme les rumeurs, c'est jamais très précis, sinon ce serait pas une rumeur, et ben, en fait, on parle pas de Mac, là. On parle soit d'un iPad à écran 15 pouces, là, comme on l'a déjà évoqué, ou peut-être, allez, soyons fous, ce serait ça, l'iMac Studio, qui serait comme le truc de Microsoft, là encore, qui avait fait un ordinateur de bureau studio qui était un grand écran de 28 pouces et qui se bascule comme une table à dessin. Ça, j'y crois moins. Mais un Mac en l'état, le système n'est pas prêt. Je crois pas. Ellie, ça te parle, ça, un iPad à très grand écran? Bah, en tout cas, on a vu ça dans plusieurs rumeurs de gens sérieux, y compris Ross Young, etc. Donc Min-Chi Kuo en a parlé, Mark Gurman en a parlé. Et on se disait que ces tablettes de très grande taille, effectivement, qu'on peut utiliser aussi avec un pencil lorsqu'on en a besoin, peuvent avoir un intérêt. J'y crois plus dans le cas d'un iPad, et je rejoins totalement Fabrice, que dans le cas d'un Mac. Parce que franchement, vous avez l'habitude de vos MacBook Pro ou de vos MacBook Air. Vous avez votre clavier devant, vous avez votre trackpad magnifique. Qu'est-ce que vous allez mettre votre doigt qui, en plus, va vous boucher la vue de l'élément que vous êtes en train de manipuler, puisque vous êtes à une certaine distance. Donc, je crois que Steve avait raison, déjà à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un projet chez Apple, parce qu'il faut bien qu'ils essayent, hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça sorte. Et peut-être qu'effectivement, il y a un mélange un peu des deux. Les gens ont vu passer des dalles 15 pouces à destination d'Apple Tactile. Ils ont dit, ah, ça c'est pour un MacBook Pro. Bah, peut-être pas. On ne sait pas. Gilles, alors ton sentiment, et puis tu peux peut-être nous rappeler un peu le Steve Jobs de l'époque qui ne voulait pas entendre parler de ce genre de projet. Oui, alors j'ai plus grand-chose à dire après mes deux camarades qui ont fort bien parlé. Mais il faut quand même rappeler que la liste des produits que Apple ne devait jamais sortir, au grand jamais, quand même est longue comme le bras. Il y a en particulier la photo ou la vidéo sur sur l'iPod, mais il y en a un paquet. Mais je rejoins tout à fait mes camarades sur le fait que l'OS n'est pas prêt, l'interface n'est pas prête, et
c'est une telle rupture dans les habitudes de fonctionnement, d'utilisation des utilisateurs que je ne vois pas pourquoi on ferait une voie une bifurcation supplémentaire des années après la concurrence, alors que le cœur du cœur de la comment dire du système Apple, c'est l'innovation. Et ce que je disais tout à l'heure, expliquer au reste de l'industrie comment on doit faire les choses. Donc si c'est pour se mettre dans les pas de Microsoft et des autres, des années après avoir expliqué à tout le monde que l'utilisation de surface tactile sur un ordinateur portable ou de bureau était une erreur, je ne les vois pas manger sur leur chapeau. C'est vraisemblablement un iPad, quelque chose avec une grande taille, mais pas... Je n'y crois pas un seul instant, quoi. Tu sais, je pourrais te ressortir des archives où sur d'autres sujets, tu me disais, oui, mais Apple est connu pour prendre son temps, ne pas être le premier, mais attendre que les technologies soient mûres et arriver avec le bon projet. Non, mais là, c'est pas pareil. Ah bah si. Non, mais là, c'est pas pareil. C'est carrément, c'est pas au bon moment. Ça serait carrément moisi et tout le monde se moquerait, pour parler poliment, d'Apple en disant, mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi. Mais en tout cas, moi je suis totalement d'accord avec Gilles sur ce qu'il vient de dire sur les projets et les protos chez Apple. Souvent on dit que sur 10 projets, un seul voit le jour. Ils travaillent sur plein de choses. Bon, on a un peu de temps devant nous, c'est pour dans 2 ans, si tout va bien. Donc je suis sûr que ce sujet va nous occuper régulièrement dans les mois qui viennent. On marque une petite pause, mes amis, et on prend la direction du Nevada, 9000 km de Paris. C'était il y a quelques jours, le CES 2023. Beaucoup d'actu autour de l'innovation et aussi des annonces qui concernent l'écosystème Apple. À tout de suite. Il a refermé ses portes dans la nuit de dimanche à lundi. Le CES 2023 a renoué avec les grandes années d'avant Covid, même si on était loin du record de 2017, 185 000 visiteurs quand même. La fréquentation de l'an dernier, 45 000 visiteurs seulement, a été multipliée par 2,5 pour arriver à 115 000 personnes cette semaine qui ont parcouru les allées pendant 4 jours. Alors sans masque pour la plupart et sans souci particulier. Ça faisait du bien d'être un petit peu relax au niveau sanitaire. Un salon marqué par la forte présence des constructeurs auto avec notamment Stellantis, BM, Sony Honda Mobility qui a dévoilé sa voiture, la première voiture qui portera la marque Sony. Elle s'appelle la Afeela et les premiers exemplaires seront livrés début 2026. Moi, j'ai notamment été marqué par le contraste chez les Coréens entre Samsung et LG, avec d'un côté Samsung qui n'a présenté aucun nouveau produit pendant sa conférence de presse et aucun écran. De mémoire, ça n'était jamais arrivé de toute l'histoire de Samsung. Tout était axé autour d'un message très vert, très bonne conscience en faveur d'une tech apaisée et avec du sens, alors que sur le stand LG, comme à la grande époque, des centaines d'écrans OLED incurvés bouffaient des milliers de kilowatts en formant un mur d'images panoramique comme une vague de plusieurs dizaines de mètres de long. Et oui, c'était vraiment à l'opposé de la tendance en faveur d'une tech économe et respectueuse de l'environnement. C'était presque choquant de voir que rien n'avait changé. Ah, je te jure, c'était presque choquant. Alors, Apple n'était toujours pas présent au CES en tant qu'exposant, vous le savez. Mais on y a retrouvé plein de marques qui interviennent dans l'écosystème. Et pendant que moi, je me baladais sur place et que j'étais occupé par d'autres sujets pour France Info, eh bien vous, mes copains, vous avez relevé toutes les annonces qui vous ont semblé intéressantes. Alors, qui veut commencer ? Fabrice ? Eh ben, commençons, mon capitaine. Moi, ce qui m'a fait m'a surpris le plus, en fait, c'est l'annonce du protocole de charge par induction Qi version 2,
qui a priori va se baser sur le MagSafe d'Apple. Et donc ça me permet donc de rebondir sur ce que disait Gilles tout à l'heure en disant Apple aime bien arriver quelque part en disant à l'industrie, bon écoutez les enfants, c'est bien votre jouet, mais maintenant on va faire comme ça. Et c'est un peu ce qui se passe avec le Qi 2, c'est que a priori c'est le MagSafe qui va devenir Qi 2 et inversement. Donc le MagSafe avec ses aimants en rond on l'avait tout de suite remarqué de toute façon quand l'iPhone 12 est arrivé avec le chargement par induction MagSafe. Les progrès par rapport au chargement de Qi, c'est que justement grâce aux aimants, les appareils, l'iPhone en particulier, se placent correctement sur le chargeur, ne bougent pas, et c'est notamment ça qui permet un chargement jusqu'à 15 watts en pic de puissance pour charger un peu plus vite, alors que le Qi est limité à 7 watts et demi ou 7 tout court, je ne sais plus exactement. C'est notamment grâce à ce placement assuré que du coup le chargeur peut pousser un peu plus de puissance. Voilà, ça je trouve ça marrant. C'est pas la première fois que Apple participe à un consortium. Qi c'est un consortium aussi, comme l'USB, en disant on participe et puis arrive un moment, bon écoutez voilà, on va faire comme ça maintenant. Il y avait eu aussi ça avec Sony, Firewire, Sony appelait ça iLink. Mais c'est quand même Apple qui a poussé le Firewire en disant il faut que ça se passe comme ça. Donc ça c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est-à-dire que a posteriori c'est pas étonnant, mais je m'y attendais quand même pas à ce que ce soit ça. Et j'ajouterai un petit bémol pour ma part et je laisse la parole à mes petits camarades après, c'est que au final j'espérais plus moi du chargement par induction, c'est-à-dire que les progrès de MagSafe par rapport à la première version de Qi c'était bien, c'est bien, mais le chargement par induction, moi je trouve toujours pas ça terrible. C'est que justement 15 watts de chargement, c'est en pic et c'est donc pas très rapide. Et en termes, tu parlais de ça avec les murs d'écran de LG qui dépensent des mégawatts, y a beaucoup de pertes, notamment en chaleur quand on charge par induction, et donc c'est pas très efficace. Donc moi j'utilise ça très peu, c'est pas un mode de chargement qui me plaît, et la perspective d'un potentiel iPhone sans port de chargement me terrifie, avec les guillemets qui s'imposent, parce que je trouve pas ça très efficace. Voilà. Mais est-ce que la version 2 justement est pas plus efficace, plus rapide? Pas que je sache, je crois que la version 2 c'est MagSafe, point. Ah ouais. Mais j'ai peut-être mal lu, mais qu'est-ce qu'ils en pensent mes petits camarades? Pas mieux. Même impression que toi. Bon. Ça veut dire du coup que... Est-ce que ça veut dire qu'on va trouver du MagSafe moins cher? Je pose la question dans ce sens-là. Probablement. Ah oui. Ah bah oui. Parce qu'il n'y aura plus de programme MFI pour payer la dîme à Apple pour avoir le droit de dire que c'est MagSafe machin chose. Là, a priori, si j'ai bien compris aussi, dans sa grande, comment dit-on, mensuétude. Mensuétude, voilà. Merci beaucoup. Sa grande mensuétude. Voilà. Il donne ça au monde en disant c'est la tablette de la loi d'Apple en disant voilà c'est comme ça que par induction tu chargeras. Alors deuxième annonce, moi c'est une des premières infos que j'ai découverte en arrivant à Las Vegas. Une série de moniteurs, notamment un moniteur chez Samsung. Qui donne un peu l'impression d'avoir réussi ce qu'Apple a raté avec le Studio Display. Message personnel pour François. Et c'est ce que j'allais dire, on va dire tous bonjour à François. Coucou. T'es content, François? Alors, ce Samsung Viewfinity S9, Fabrice, il a tout pour plaire. Alors, il a tout pour plaire. Alors, il va y avoir avec un bémol, c'est qu'on n'en connaît pas encore le prix, si j'ai bien compris. Mais sinon, c'est un moniteur de 27 pouces. C'est forcément moins cher que le Studio Display. Ça va pas être difficile, nous sommes d'accord. C'est ça. Mais... c'est ça.
Bonjour François, je répète. Mais je vais le défendre après, le Studio Display. Ah, vas-y. Oui. Parce que- Vas-y pour le... Présente-le juste nous et pour après, quelques petites données techniques, et puis je te laisse la parole bien volontiers. Oui, bien Élie. sûr. Donc 27 pouces, résolution 5K, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que jusqu'à présent, donc avoir un moniteur 5K, il y avait qu'Apple ou LG avec l'ultra fine. Donc c'est assez important. Il a comment dirais-je, un gamma de couleurs là, une étendue de couleurs près à 99% du P3, donc c'est quand même très très étendu. Il a de l'HDMI, il a des ports Thunderbolt 4, USB-C, un DisplayPort, donc il est même plus complet que le Studio Display, il me semble. Et il a une finition mat, je crois. Oui. Et puis alors, il a aussi un truc en plus du Studio Display, ça c'est pour sourire, quoique, c'est qu'il a un bouton on-off. Et que le Studio Display n'a pas de bouton on-off et que pour l'éteindre, quand on a besoin de le redémarrer, parce que je rappelle que le Studio Display, c'est qu'en fait presque un ordinateur complet, qu'il faut le mettre à jour et que quand il a besoin de redémarrer, il faut le débrancher et ensuite le rebrancher pour le redémarrer. Donc voilà tout ça. Donc on n'a pas le prix. En termes de look, il est quand même très proche en plus de celui d'Apple. Moi, je l'ai pas vu en vrai. Je sais pas si toi, Benjamin, tu as eu l'occasion de le voir. Voilà. La caméra est pas intégrée, elle est par-dessus. J'arrive pas à me faire une idée de savoir si la caméra est livrée avec ou pas. Parce que c'est une petite caméra ronde qui se met par-dessus et qui se colle, qui s'aimonte à l'arrière de l'écran pour pouvoir fonctionner. Je suis même pas sûr qu'elle soit livrée avec. Voilà. Oh, je serais étonné qu'elle ne le soit pas, franchement. Voilà. J'ai pas trouvé, en fait... Voilà. Donc voilà, et ce qu'on ne sait pas, donc c'est donc a priori les quelques YouTube démonstrations qu'on a vues, les couleurs sont chouettes, enfin la qualité est très bonne par définition, mais on ne connaît pas le prix, voilà. Donc modulo ça me paraît être assez intéressant pour les utilisateurs Apple, n'est-ce pas Élie ? N'est-ce pas Élie ? Bah oui. En fait, sans connaître le prix, c'est compliqué de répondre à ça, mais il se rapproche beaucoup. D'abord, la première chose qu'on peut dire en ayant vu la photo qui était présentée, c'est Tipia qui nous ont encore tapé notre pied de moniteur parce qu'ils ont fait un moniteur qui ressemble au niveau du pied à un Studio Display, hein. Donc bon, mais souvent ils copient Samsung. Je sais pas, il paraît qu'ils ont copié un smartphone en 2007, si je me rappelle bien, et bon, voilà. 2010. Ah bon ? Non, 2007, l'iPhone. 2007. Ah oui, du smartphone. Le Galaxy, c'était Oui, mais bon, mais il n'y a pas que ça. Après, tu parles du smartphone qui va être renouvelé le 1er février, c'est ça ? Oui, disons qu'Apple a annoncé un iPhone en 2007 et bizarrement, alors que Samsung fabriquait des tas de téléphones très moches, bizarrement, immédiatement après, ils ont fait un produit qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à un iPhone. Hein. Donc, bizarrement. Hein, mais ils l'avaient déjà en tête depuis longtemps. Et quand ils ont vu Steve Jobs le présenter, ils se sont dit « Ah oui, ça ressemble à celui qu'on avait en tête, là, qu'on va commencer à fabriquer là tout de suite. » Bon, ben voilà. Non, mais il y a pas que ça. Au niveau couleur, évidemment, ça se rapproche. Je suis d'accord avec la connectique. Il est beaucoup plus complet que ce qu'on a dans un Studio Display, donc ça c'est le côté plus, mais on verra le tout à quel prix. Par contre, il parle pas beaucoup, et moi une des choses qui me plaisent beaucoup dans le Studio Display, c'est le son qui est juste, à chaque fois on oublie de le dire, mais le son il est totalement bluffant dans cet écran. Hein. Donc alors on n'achète pas un moniteur à 1 700 € pour le son, certes. Mais quand vous l'avez devant vous et que vous n'avez pas envie d'avoir 15 trucs sur votre bureau, c'est vraiment un son qui est dingue. Hein. Donc, bon, c'était juste pour mettre un petit bémol. Certes. Fabrice, du côté des écrans, enfin des moniteurs, il y en a un autre qui vient de chez Dell et qui, cette fois, concurrence le moniteur haut de gamme de chez Apple. Oui, donc un moniteur 32 pouces, 6K. Donc comme le Pro XDR d'Apple qui a été annoncé il y a plusieurs années quand même, qui a... Avec le Mac Pro
avec le Mac Pro, effectivement, avec les gros trous dedans, là. Alors, j'aurais envie de dire, premier avantage de cet écran Dell, c'est qu'il est livré avec un pied. Parce que nous rappelons que le Pro XDR d'Apple a été présenté sans son pied, et ensuite que le pied a été présenté en disant tiens, et en plus le pied il est pas cher, il est qu'à $1000, sachant que l'écran lui-même était à $5000. Mais non, t'exagères, là, il y avait un pied, c'est le pied pivotant avec la rotule super top moumoute à l'épreuve des balles et surtout de non, pas sur le XDR. Ah non, pas sur le XDR. Non, pas sur le XDR. Il y avait... Sur le Studio Display, tu avais un choix. Tu pouvais avoir un pied à part celui qui est livré en standard. Tu pouvais le commander en CTO. Mais sur le XDR, il fallait choisir. Le pied, il n'était pas livré avec. Je te dis ça parce qu'on a été obligé de le faire. Hein, donc, parce qu'il était, il a été présenté comme étant prévu pour être mis sur un support pivotant là, qu'on peut mettre accroché sur un bureau, comme moi j'ai, un support VESA, ou d'avoir ce formidable pied en aluminium, machin chose. Je m'en rappelle parce que ça a été, pour faire une aparté, un des plus grands flops d'annonces pendant une présentation d'Apple, parce que le présentateur qui était sur scène, je me rappelle plus qui c'était, dit « Ah, regardez, en plus on a un super pied, $1000 », et là il y a une sorte de silence de mort dans la salle, pas un applaudissement, rien du tout, tellement c'était hallucinant quand même. Bah oui. Donc voilà, donc au-delà de ça, bon... c'est assez rigolo parce que la vidéo de présentation de ce moniteur Dell insiste beaucoup sur le pied, justement, en plus des capacités de l'écran. C'est assez à voir. Et la moitié de la vidéo, c'est une caméra qui se balade autour du pied, ça monte, ça descend, ça pivote. Donc, ils insistent aussi là-dessus. On suppose que le tout sera à moins de $6000, comme l'est le moniteur d'Apple avec le pied inclus. Sinon, 32 pouces, encore, 6... ouais. Non, 6K avec un nombre de pixels légèrement supérieur, mais enfin ça se compte en quelques centaines, je crois, c'est rien de spécial, donc c'est en gros la même chose. Ce qu'on peut voir probablement en termes de qualité d'image, le XDR d'Apple est sûrement supérieur parce que techniquement en termes de spécification, une des choses qu'a le XDR pour lui, c'est des zones de dimming, donc de diminution de la luminosité par zone sur l'écran, et il y en a un peu plus de 500 sur le XDR et il y en a que 32 sur le Dell. Donc en termes de contraste, ce sera pas aussi bon que celui d'Apple a priori, voilà. Et après, en termes de design, il y a un design un petit peu surprenant parce que un des bords les plus épais, c'est le bord supérieur. Là, et il y a là aussi, un peu comme sur le Samsung dont on a parlé juste avant, une webcam qui est par-dessus, un truc un peu rond qui pivote un petit peu, enfin qui peut se pivoter un peu, qui est accroché mais qui dépasse du reste. Donc en termes de design, c'est... on va dire c'est moins beau, voilà. Mais enfin, s'il est ne serait-ce que 2 fois moins cher, peut-être que c'est pas grave, on pourra s'asseoir un peu sur le design, quoi. On verra bien, voilà. Mais en tout cas, voilà, juste pour finir là-dessus, c'était vraiment intéressant de voir Apple est revenu sur sur le secteur des moniteurs avec le Pro XDR, donc il y a 3-4 ans maintenant, peut-être, je sais même plus exactement, avec un moniteur super cher. Bon, du coup, c'est comme s'ils avaient un peu réfléchi, on va en faire un peu moins cher. Ils sont arrivés avec le Studio Display qui, franchement, en tout cas, m'a pas convaincu. Et là, enfin... il y a une réaction parce que en même temps ils avaient pour eux des caractéristiques uniques, c'est-à-dire 27 pouces 5K ou 32 pouces 6K, et il y avait qu'Apple qui proposait ça, et ça bouge un peu, et là je suis content qu'Apple ait un petit peu de concurrence. Ellie, tu voulais oui, parce qu'on parlait de la qualité. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que vient de dire Fabrice concernant les caractéristiques du moniteur. Le prix, on ne le connaît pas, mais on le connaîtra certainement bientôt. Par contre, la qualité est différente et ça peut expliquer aussi le prix. Et ça tient à 3 lettres, c'est XDR. XDR, c'est pas Apple, hein, ils savent inventer des tas de choses. Mais pas ça. XDR, c'est en fait une certification technique. Jusqu'au moment où Apple a présenté son moniteur donc XDR, il n'y en avait qu'un seul sur le marché, c'était le moniteur
Studio XDR de Sony, je vous le rappelle, parce qu'Apple a beaucoup insisté dans ses présentations, 30 000 €. Donc c'est un moniteur d'étalonnage de studio, très haut de gamme, XDR, 30 000 €. Apple a sorti un moniteur, même certification, donc à 5 000 ou 6 000 €, donc beaucoup moins cher que Sony, même si le prix nous a paru excessif, mais les professionnels de la vidéo, les quelques professionnels à qui on a pu vendre des écrans XDR, l'ont acheté pour ça, ils étaient ravis et ils connaissaient le Sony, certains l'avaient, mais pas tous, parce qu'à ce prix-là, il y en avait vraiment très peu, et ils étaient ravis de ça. Et il y a eu un troisième produit certifié XDR, puisque c'est une certification, c'est l'écran de l'iPhone. L'écran de l'iPhone a aussi la certification XDR, mais en beaucoup plus petit. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va passer à un autre sujet. C'était attendu, c'est presque pas une surprise. C'est la multitude d'annonces autour de Matter, donc ce nouveau standard de la domotique qu'on avait suivi il y a quelques semaines à Amsterdam ensemble. Du Matter partout, notamment chez Samsung pendant leur conférence de presse. Toutes les grandes marques font partie de l'association qui a mis au point le standard, notamment Apple. Donc Yves, Nanolith, Amazon, tout le monde au rendez-vous, Fabrice? C'est ce qui semblait, et puis tu sembles confirmer du coup en ayant déambulé dans les couloirs, les allées du CES. C'est rigolo de voir Amazon indiquer que ils font aller sur Matter aussi parce que ça leur permettra de s'adresser un peu plus aux utilisateurs d'iPhone. Ça, c'est quand même marrant à entendre. À côté de ça, je sais pas quel est ton sentiment en y étant, mais oui, Matter était présent, mais au final... ça n'a pas encore vraiment démarré. C'est-à-dire que le problème aussi avec le CES, c'est qu'on voit plein de choses au CES dont la majorité ne voit jamais le jour. Ça vaut pas tellement. Alors je force le trait un peu, bien sûr. Ouais, ça vaut pour les startups qui annoncent des produits délirants. 80% trouveront pas de financement ou se casseront la gueule en cours de route. Dans le cas de Matter, en fait, c'est plus, on va dire, l'intégration de la première version du standard. C'est très récent, ça date de fin novembre, donc ça fait à peine un mois que les boîtes ont vraiment le détail de la version 1.0, donc c'est presque une formalité de dire, voilà, Matter arrive. Et ça va être entre guillemets implémenté dans le courant de l'année sur la prochaine génération de produits qui va arriver, ou alors par le biais de mise à jour, si c'est possible sur les produits existants. Mais du côté de Matter, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre en tout cas. Les premiers produits Matter commencent vraiment à sortir. Yves en a sorti 2. Meros, on a présenté et ils arrivent début mars. Donc, ils ont déjà une date de sortie, première semaine de mars. Donc, c'est la réalité va arriver assez vite. Et je crois que, pareil, Aqara annonce des produits Matter, là, quasiment dans les 15 jours qui viennent, les premières sorties. Donc ça va assez vite. Fabrice, tu as repéré un portable double écran chez Lenovo. Alors j'ai repéré, mais toi aussi, parce que tu l'as vu même en vrai celui-là, et il me semble, et puis tu avais partagé aussi sur Twitter une démonstration. Assez je vais te bluffant, laisser en parler parce que c'est donc voilà, c'est pas Apple, c'est pas Mac, mais c'est un il y a vraiment un truc, ça a frappé beaucoup de gens. C'est un des produits, je pense, les plus marrants, les plus innovants et les plus proches de la réalité qu'on ait pu voir au CES. Tu confirmeras ça. Et avec 2 écrans tactiles, mais pas seulement, quoi. Voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est comme c'est comme un portable donc qui se referme. Donc quand on l'ouvre, on a 2 écrans reliés par une charnière. Quand on le met à plat, on a l'impression d'un grand écran. Et si on veut retrouver la sensation d'un ordinateur portable, on a un clavier Bluetooth. Quand l'ordinateur est en mode 2 écrans,
on peut faire apparaître un clavier entre guillemets virtuel sur l'écran du bas, sur lequel on va taper un peu comme avec un iPad en fait. Et si on va avoir le feeling d'un vrai clavier mécanique, eh ben on a ce clavier Bluetooth qu'on va venir poser sur l'écran du bas. Il va se placer magnétiquement, donc en fait il trouve sa place et du coup on transforme ce portable qui est en fait une double tablette en ordinateur avec un vrai clavier mécanique. Donc hyper hybride et hyper polyvalent, très malin. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de le voir passer d'une configuration à l'autre, juste en enlevant le clavier, en le remettant par-dessus, ou en étant en mode tout écran. Enfin, assez séduisant, je trouve, dans la polyvalence, et assez bien vu. Ce que j'ai bien aimé dans les démonstrations, ce que tu décris justement, c'est le côté, c'est pas uniquement une démonstration matérielle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Lenovo a aussi pas mal travaillé le logiciel et que du coup, selon la manière dont on manipule l'appareil, les deux écrans sont l'un au-dessus de l'autre, du coup on fait défiler des grandes pages web par exemple, comme s'il y avait qu'un seul écran en hauteur, on le tourne, on fait la même chose pour passer d'une application à l'autre, comme si on avait donc deux écrans, l'un à côté de l'autre, un à gauche et un à droite. L'écran, on peut garder les deux écrans l'un au-dessus de l'autre et le clavier Bluetooth encore en dessous, donc comme si on avait une vraie station de travail qu'on peut poser, parce qu'il me semble qu'il y avait un truc pliable qui permettait de poser l'appareil ouvert, comme si on avait deux écrans presque verticaux qui étaient tenus par l'étui replié comme un origami du clavier, avec le clavier devant, et puis quand on a fini, on replie le tout, on part avec un ordinateur portable un petit peu plus épais que ce qu'on connaît, mais hyper transportable, alors qu'on a une station de travail avec un écran de, 18 pouces. Enfin, j'ai trouvé que c'était très malin. En fait. Et c'est voilà. ça qui est malin, ouais. Et effectivement, le travail sur la partie soft aussi, presque étonnante de la part d'un acteur du monde Windows. L'ensemble avait l'air très abouti, donc séduisant, et presque en le voyant je me suis dit j'aimerais bien avoir la même chose de l'autre côté de la frontière. Voilà, c'est pour ça, dans le contexte d'un seul coup, on parle d'un MacBook tactile. Éventuellement, on a déjà vu justement des histoires de brevets, etc., même déposés par Apple, parce qu'Apple dépose tout un tas de brevets comme toutes ces grandes boîtes-là, mais éventuellement avec deux écrans tactiles, et puis avec un clavier qui s'affiche, mais qui aurait quand même un retour haptique, ce que Apple sait très bien faire pour qu'il y ait une sensation de frappe à peu près rendue. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dedans, et là, la démonstration de Lenovo donne une sorte d'exemple de ce que pourrait bien faire aussi Apple dans le domaine. Alors pourquoi pas, à condition, pour revenir sur ce sujet-là une seconde, que le logiciel soit adapté, quoi, que ce soit pas uniquement le macOS qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Élie, tu voulais parler de coups de cœur que tu as eu sur le CES. Oui, des choses dont tu as parlé, mais bon, qui n'avaient pas un lien direct avec Apple, quoique ici, il y a quand même une compatibilité, et qui, moi, m'ont beaucoup frappé. LG a présenté un merveilleux écran 97 pouces OLED qui en plus devient translucide, c'est-à-dire que s'il est devant une fenêtre et qu'il est éteint, on peut voir à travers, c'est incroyable. Et en plus, il n'y a pas de fil parce que tout est transmis, et c'est peut-être mon bémol, c'est à tester, en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de boîte qui ressemble à un Mac Studio, mais en plus gros, que tu peux cacher quelque part dans le salon, et qui transmet en Wi-Fi l'intégralité de tout ce que tu veux, des vidéos et autres. Et alors là, tu as intérêt à avoir un super Wi-Fi, parce que quand tu vas vouloir passer du 8K en Wi-Fi entre le module et la télé, je demande à voir. Mais en tout cas, ça a l'air très beau en démonstration. Bon, ça, pourquoi je dis que c'est un lien avec Apple, c'est parce qu'évidemment, ces produits-là ont AirPlay 2, ces produits-là ont Apple TV+ installé, probablement un jour ou l'autre Apple Music, et donc il y a quand même un lien. Alors, après, je peux me permettre ? Mais je t'en prie. Parce que
Justement, LG, là, LG, LG, ils ont eu tout faux cette année. Bon. D'abord le stand, je vous ai expliqué pourquoi. Et puis alors là, la conférence de presse LG, c'était... ils annonçaient une première mondiale. Et la première mondiale, c'était cet écran wireless. Sauf que la veille au soir, il y avait un premier événement presse où il y avait une petite start-up qui s'appelle Displace et qui a annoncé un écran sans fil, le premier écran sans fil. Et lui, il est vraiment sans fil parce qu'il a la particularité de fonctionner sur batterie. Donc il y a 4 15 batteries. minutes, on peut voir les Il y a pubs. 4 batteries. Il y a 4 batteries qui se mettent dans l'épaisseur de l'écran, qui sont hot swappables. Donc t'en enlèves une, tu la recharges et puis tu la remets, etc. Les 4 batteries tiennent 1 mois hein, quand même. Ah oui. C'est pas des batteries, c'est pas pour rire. L'écran communique effectivement avec un boîtier déporté dans lequel on va brancher son arrivée de box, son Blu-ray ou son Apple TV, etc. Et ce qui est dingue, c'est que l'écran est hyper léger. Il pèse à peine 5 kilos. Et ils ont trouvé un moyen, ils ont trouvé une techno en fait de ventouse. Il y a une double ventouse, mais qui ressemble pas du tout à une ventouse à l'arrière, qui est plus une sorte de grand ovale. Il y a deux grands ovales. Et c'est une ventouse active, il y a de l'électronique dedans. Je sais pas comment ça marche. En fait, ils disent, tu prends l'écran, tu le poses au mur et il tient. Il tient sans que tu fasses de trous, sans que tu mettes de support. Et tu peux prendre autant d'écrans que tu veux, tu les mets côte à côte, ils sont sans bordure. Donc t'en mets 4 et ça te fait un écran de... je crois que c'est du 67 pouces. Donc tu peux en mettre 4 et ça te fait un mur dingue, quoi. Et mais pas j'ai très pas de cher. mur assez grand, moi. Ils sortent à moins de 3000 $ pièce. Pas mal. Bon, Donc à voir. Parce que le LG 97 pouces, en version filaire, il est déjà à 25 000. Hein. Oui. Donc ce qui est drôle, c'est que voilà, ils se sont fait griller sur le côté première mondiale par une start-up californienne qui a annoncé un écran quand même plus innovant et plus étonnant quelques heures plus tôt. Bon, voilà. Très bien. Très bien. Displace, allez voir parce que c'est assez étonnant. Ok, on va aller regarder ça très très vite. Bon, après des petites choses un peu étonnantes dont toute la presse a parlé, c'est une société évidemment qu'on connaît bien qui s'appelle Withings, qui a sorti un produit que tu as dû remarquer, je ne sais pas si tu es allé l'essayer, qui s'appelle YouScan, qui permet d'analyser votre urine en temps réel. Bon, c'est assez original et apparemment il y a un filtre, ça passe dans un capteur et puis vous avez en temps réel des tas de données médicales. Donc c'est une petite galette qu'on met dans la cuvette des toilettes et elle a 100 jours d'autonomie, donc elle fait une mesure par jour. Elle reconnaît celui qui fait pipi, si on est plusieurs à la maison. Ouais, mais pour ne faire des tests que sur une seule personne. Voilà. Un galet, une personne. Et elle fait des tests, elle fait un test par jour pendant 100 jours, ce qui fait que plutôt que d'avoir un test d'urine une fois par an qui est pas forcément significatif, et ben là, il y a une vraie tendance de mesure, en fait. Donc ils ont cette version, ils ont la version standard qui va, je pense, mesurer un peu les analyses typiques des mesures d'urine. Il y aura une version spécifique pour les femmes et le suivi de l'ovulation. Pour le cycle, oui. Et ils espèrent à terme pouvoir détecter des prémices de cancer. Ah, waouh. Sur une version future, ouais. Alors, ils le disent à demi-mot, ils veulent pas trop s'avancer, mais ils espèrent pouvoir faire quelque chose. Très bien. Donc c'est pas mal, enfin c'est intéressant. Bon, tout le monde en a parlé. Et puis très rapidement, deux infos voitures, hein, mais bon, ça a aussi un lien avec Apple parce que ce sont deux sociétés qui travaillent en très étroite collaboration avec Apple. La première dont tout le monde a parlé, c'est BMW. Je pense que tu l'as vu, la iVision D. Donc la voiture, alors tout le monde a dit, c'est la voiture qui change de couleur. Donc c'est génial. Voyez, regardez, ça change de couleur. Certes, c'est très joli à voir, mais c'est pas ça qui compte.
ce que les gens n'ont pas vu, peut-être qu'on n'avait pas le droit de toucher l'intérieur, c'est l'intérieur de la voiture. C'est un concept car et c'est l'affichage. Alors, c'est très, très épuré. En fait, il n'y a aucun affichage du tout parce qu'ils utilisent tout le pare-brise pour afficher avec... Écran. Voilà, avec 5 niveaux d'information. Le niveau 1 qui donne juste la vitesse et puis des informations de navigation du style tourner à gauche, tourner à droite. Mais au fur et à mesure qu'on monte niveau 2, niveau 3, niveau 4, la moitié de l'écran est recouverte par de l'information, les cartes en ligne, la musique qui passe, etc. Et en niveau 5, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vu ici, qu'on ne peut pas voir tout de suite si la voiture sortait, c'est que l'écran est totalement opaque et on peut l'utiliser pour regarder un film quand la voiture se conduit toute seule. Mais ça, il faut déjà que ça soit autorisé. Donc, très spectaculaire. Et puis, BMW est toujours très, très, très proche d'Apple. Hein. Donc, à n'en pas douter, il y aura un CarPlay là-dedans, etc. Donc, quand ça sortira, si ça sort. Et le deuxième, et j'étais content de voir qu'il l'avait fait en exclu avec Apple et tout, mais en même temps, très, très mécontent. Et je vais vous le dire, ça sera mon coup de gueule. C'est Mercedes qui a présenté en grande première, faisait partie de la conf de presse, etc., l'utilisation de Dolby Atmos avec Apple Music au sein de Mercedes. Et ils ont fait des tas de présentations. Ils ont emmené les journalistes se balader dans des Maybach, donc, qui est quand même la voiture Mercedes à 2 millions d'euros. Donc je pense que les gens étaient contents de se balader là-dedans. Effectivement, la qualité sonore, en même temps que le massage intégral dans le siège arrière et tout, ça devait beaucoup plaire. Et ça a été annoncé comme arrivant très prochainement. Pour avoir ça sur votre Mercedes préférée, il faut avoir donc MBUX dernière version, c'est mon cas, je suis très content, et avoir ce qu'ils appellent leur système audio haut de gamme, ce qui est mon cas aussi, mais Mercedes a limité ça pour l'instant aux classes S et aux EQS, c'est-à-dire les voitures à 120 000 et au-delà. Alors que c'est mon coup de gueule, c'est j'ai 100% du hardware dans ma voiture pour faire ça, pourquoi je peux pas, puisque c'est un logiciel. Ah, parce que on l'a réservé aux classes S. Je dis, mais pourquoi ? Mais parce que, voilà. Donc, parce que Jean Gabin a dit dans la traversée de Paris, salaud de pauvre. C'est ça. Enfin, quand tu vois le prix que j'ai payé ma dernière voiture, j'aurais pu faire un effort. Hein. Mais bon, non, c'est simplement pour dire que c'est génial qu'Apple, en plus Apple était associé à l'événement, etc., annonce Dolby Atmos dans une voiture, et avec Apple Music. Apple Music maintenant fait partie d'MBUX, il y a l'icône, il ne faut pas passer par CarPlay, il y a l'icône au sein de MBUX, donc c'est très très bien, intégration superbe, mais limité à un très petit nombre de voitures pour l'instant, mais peut-être qu'à force de râler, ils finiront par le mettre dans d'autres modèles, on ne sait jamais. En tout cas, Mercedes, c'est pas une des marques dont on a parlé le plus au CES. Hein. Il y en avait que pour BM, donc avec la D. Donc, beaucoup de gens focalisaient sur les changements de couleur de la carrosserie. Oui. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait déjà une voiture qui changeait de couleur chez BM. Elle passait juste du blanc au noir. D'ailleurs, je leur avais demandé l'année dernière, est-ce qu'on pourrait imaginer la même en couleur ? Et la fille m'avait dit oui, il n'y a rien qui l'empêche. Donc c'était pas du tout une surprise, même si c'est spectaculaire visuellement, puisqu'il y a 240 zones en fait sur la carrosserie, et chaque zone peut changer de couleur indépendamment des autres. Donc ça devient un caméléon, on peut faire des bandes, on peut faire des motifs, on peut faire des trucs incroyables, et toutes les couleurs sont possibles. On a beaucoup parlé de la Sony, parce que elle, pour le coup, le tableau de bord, c'est qu'un immense écran avec PlayStation 5 intégré, donc on peut faire du jeu, du film, et puis Sony Music, donc la musique aussi à fond. Et puis accessoirement, c'est une voiture. Voilà. Ouais, c'est ça. et puis elle arrive vraiment. Je veux dire, c'est pas un concept car, hein, elle arrive vraiment la Afila, parce que c'est son nom définitif. Et puis on a beaucoup parlé du concept car Inception de Peugeot, qui pour le coup en termes de design est incroyable, mais on a eu du mal à comprendre ce qui allait vraiment déboucher dans un modèle commercial. Voilà. Donc on se dit que Stellantis a plutôt voulu en mettre plein les yeux des Américains pour peut-être commencer à faire connaître la marque Peugeot aux US.
Même s'ils disent qu'ils n'ont absolument pas l'intention de lancer Peugeot aux US, mais bon, on verra ça plus tard. Ouais, un petit truc sur la voiture BMW, sur la ID, c'est que la partie avant, en fait, c'est un écran, lui, noir et blanc, et le côté des vitres, le bas des vitres est aussi en noir et blanc et permet d'afficher des messages. Par exemple, vous êtes dans un bouchon à Paris. Donc on peut projeter sur l'écran avant en noir et blanc, bouge connard, vire-toi de là. Et puis une fois qu'on a dégagé, si la voiture se met à côté de vous, vous pouvez lui balancer un petit signal de courtoisie sur la portière tout en gardant votre vitre fermée. Donc c'est une voiture pour Parisiens. De radio courtoisie, tu veux dire. C'est ça, ouais. Oui, moi aussi, j'embrasse ta famille. Tu vas te prendre un coup de portière. Ouais. C'était pour rire, mais effectivement, on peut envoyer des petits messages gentils aux personnes devant, de côté. C'est pas mal. BMW a pensé. Attends, mais il y a des écrans partout parce qu'à l'avant de la voiture Sony, il y a aussi une bande qui est un écran. Là, ils avaient affiché Spider-Man, machin, tout ça. Je sais pas trop à quoi ça sert quand t'es dans ta voiture d'avoir des trucs qui s'affichent à l'avant. Je sais pas si c'est pour les piétons. Si, ça pourra dire, et la Peugeot a ça aussi, ça pourra dire aux piétons. Je t'ai vu, je suis en train de freiner pour m'arrêter, pour te laisser passer. Voilà, un message courtois, on a dit. De là. Voilà, dégage. Et alors moi j'ai une question avec tous ces vitres qui intègrent des écrans, des affichages, etc. Est-ce que Carglass va réparer et remplacer ce genre de truc pour pas cher? Parce que dis donc, ça risque d'être chéro pour remplacer des éléments comme ça. C'est sûr. En tout cas, sur la BM qui change de couleur, ils ont dit que c'était pas encore une techno prête pour la production. Ça coûte trop cher, c'est trop fragile. Mais bon, je pense que ça va aller assez vite. Je pense qu'ils ont ils ont un avantage waouh dingue avec cette techno. Et je pense qu'ils vont se débrouiller pour le rendre disponible pour une voiture commerciale. Parce que c'est quand même dingue, quoi. Tu sors avec une voiture bleue, puis tu reviens avec une voiture rouge. Mais ils vont certainement mettre des petites limitations. Parce que quand tu as vu la présentation, il y a des changements de couleurs qui sont très jolis, parce que ça reste un peu coordonné. Tu pourrais faire du biton, du triton, mais j'ai vu des présentations où il y a 15 000 couleurs en même temps avec des motifs différents dans la voiture. C'est horrible. Hein. C'est juste... c'est pas supportable. Hein. Elle peut pas clignoter. Tu voulais dire quoi, des taxis? Je voulais dire que pour afficher de la pub et rentabiliser le truc, là, il y a tout à fait une possibilité de rendre de mettre un pied sur le marché, de le rendre accessible pour un certain nombre d'utilisations et de lancer la production de masse et de faire baisser les coûts ensuite. Ou par exemple, il disait que pour des loueurs de voitures, les voitures qui sont effectivement disponibles pour qu'un client parte avec, elles sont vertes. Celles qui sont en train d'être nettoyées, elles sont rouges. Donc tu vois tout de suite quelles sont les voitures que tu peux prendre ou pas. Ou alors, quand tu es en plein été qui fait chaud, tu vas pas avoir une voiture noire ou foncée parce que le soleil va taper dessus. Donc tu vas plutôt la mettre en blanc parce qu'elle va moins prendre les rayons du soleil. Voilà, ce type d'usage aussi. Il y a des gens qui disent que ça va faciliter la tâche de la police, surtout aux États-Unis, quand ils poursuivent les gens sur l'autoroute. Il y a une voiture bleue, non, jaune, verte. C'est ça. Excellent. Pour les braquages, c'est mieux. pas mal. C'est ça. Bon, et moi j'avais juste une dernière info. Alors c'est une info de chez Sony. C'est au moment où Apple a arrêté l'iPod, mais il y a un nouveau Walkman qui sort chez Sony. C'est un Walkman haute définition, évidemment, haute résolution. C'est le NWA306. Alors, il n'est pas donné, parce qu'il est annoncé à $499. Ça va nous le mettre à 600 € quand même. Alors, c'est un tout petit Walkman, mais il a la particularité de jouer le top du top des fichiers audio. Donc, il y a du FLAC en lossless. Il a une sorte de convertisseur pour les titres importés depuis des CD à base d'intelligence artificielle, donc qui doit faire des miracles. Et puis l'autonomie, elle est impressionnante parce qu'elle va jusqu'à 36 heures
de lecture sur une seule charge. Voilà, donc c'est le NWA306 de Sony, mes amis. Il faudra encore qu'il un petit détail m'explique. Oui, il faudra qu'il m'explique, parce que faire de la compression temps réel, parce que les processeurs sont puissants et tout ça, que ça prenne moins de place, très bien. Mais s'il y a quelque chose que j'ai compris depuis des années que j'étudie l'électronique et la musique, c'est que si vous avez, et même la vidéo, une source de mauvaise qualité, vous pouvez pas l'upsampler même en faisant des miracles pour faire de la meilleure qualité. Donc quand ils disent... L'intelligence artificielle, Ellie. Ouais, tu prends une vidéo, tu prends un vinyle pourri qui scratch, etc. et que tu as enregistré, et il va te le transformer en FLAC lossless. Il y a des limites. Pour enlever les scratchs déjà. Pendant son discours d'ouverture du CES, Gary Shapiro, le président de la CTA qui organise le salon, et bon, il a fait un discours, je sais pas, de 5-10 minutes, et puis il a terminé en disant qu'il remerciait ChatGPT de lui avoir écrit son discours. Oui. Bon, après il a immédiatement ajouté qu'il remerciait surtout la jeune femme en coulisses qui était sa plume. Mais voilà, comme quoi l'intelligence artificielle sert à beaucoup de choses en ce moment. Et pourquoi pas améliorer le son des sources pas optimales. Je veux bien écouter. Oui. Saint Thomas, moi. Exactement. On va écouter comme Grand Saint Thomas. audiophile devant l'éternel, Saint Thomas. On sait bien. Oui. Bon, on va refermer cette page CES et on se retrouve dans quelques instants avec la mise au point de Gilles. Et il va être question de l'Apple Watch. La mise au point de Gilles Dounès. Gilles, cette semaine, tu veux revenir sur l'arbitrage perdu par Apple à l'Office international des brevets. Il concerne la fonction d'oxymétrie de l'Apple Watch. Raconte-moi. Oui, le juge a donné raison à une société californienne qui s'appelle Masimo et qui est en pointe depuis plus de 20 ans sur les dispositifs hospitaliers de mesure de la saturation en oxygène chez les patients en utilisant de la lumière rouge et infrarouge polarisée pour mesurer la saturation en oxygène des globules rouges. Alors à la fois sur le sang veineux et sur le sang rouge des artères. C'est pile poil le dispositif qu'Apple a décrit à la sortie de l'Apple Watch 6. Gilles, Massimo était présent depuis longtemps sur ce marché avec un dispositif reconnu. Donc c'est plutôt normal, non ? Oui, mais apparemment, il s'appuie sur le retour veineux et le sang artériel. Il y a un algorithme, des choses un peu compliquées. Et il y avait 5 brevets qui font partie de la technologie mise au point par Massimo. Et la plainte portait sur la défense des 5 brevets qui protègent Signal Extraction Technologie, la techno qui est utilisée par Massimo, et ils ont obtenu gain de cause seulement sur un seul brevet. Et surtout, alors que ce genre de décision s'accompagne en général de déclarations à fleur et mouche jetées, on est entre gens de bonne compagnie, y compris quand on a gain de cause. Joe Kiani, le fondateur et le PDG actuel de la société, s'est fendu d'un communiqué au vitriol, estimant, entre autres, je cite, que la décision d'aujourd'hui, c'était mardi, expose Apple en tant qu'entreprise qui prend les innovations d'autres entreprises et les reconditionne. Fin de citation. Et de se croire persuadé que la décision finale sur les conséquences qui seront rendues le 10 mai prochain conduiront à l'interdiction d'importation de l'Apple Watch série 6 et des suivantes qui utilisent cette technologie. Mais dis-moi, Gilles, la bonne nouvelle, c'est que tu t'es trouvé une nouvelle tête de Turc après Tim Sweeney. Ah ben, pas du tout, d'autant que Joe Kiani est plutôt d'origine iranienne. Mais la rédaction... Alors, attends, je refais. Pas du tout, d'autant plus que Joe Kiani est plutôt d'origine iranienne. Mais si la réaction a été si violente, c'est que la société a annoncé
en mai dernier une montre avec des fonctions de monitoring d'oxymétrie, dans un premier temps sur le marché américain, mais également de mesure de l'activité physique, il compte les pas, et du rythme cardiaque, et également la détection de chute. En concurrence frontale avec l'Apple Watch, donc. Mais c'est pas tout. Toujours en mai dernier, Massimo a acheté Sound United, une boîte chapeau qui regroupe Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio, HEOS, Definitive Technology, Classé et Boston Acoustics. Et là, Gilles, c'est Massimo qui va se retrouver en concurrence frontale avec le point fort historique d'Apple. Exactement. Même après le 10 mai, on n'a vraisemblablement pas fini d'entendre parler de cette histoire, parce que, évidemment, Apple va revenir, et c'est aussi pour ça que Massimo montrait les dents de façon si agressive. Eh ben merci Gilles, effectivement on y voit plus clair sur cette histoire de brevet entre Apple et Massimo autour de l'Apple Watch. Grâce à toi, merci beaucoup et on se retrouve dans un instant pour nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Alors, qui c'est qui va distribuer des gifles aujourd'hui ? Qui veut commencer ? Moi j'ai 3 trucs alors. Vas-y. Moi j'ai un. C'est dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre, mais j'ai 3 trucs à dire. Eh ben vas-y. Première chose, pour faire une petite suite, certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'avais fait un petit test du clavier Mechanical Mini de Logitech, que j'ai finalement renvoyé. Oh. Je l'ai pas gardé, le clavier. Et ouais, je l'ai pas gardé. Parce que j'ai pas réussi à m'y faire. Comme on dit en golf. Ouais, j'ai pas réussi à m'y faire. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, dans les points positifs que j'avais remarqués, j'avais bien aimé le bruit, etc. et le toucher. Mais j'ai trouvé qu'il était trop épais, donc trop haut. Donc j'ai eu du mal à m'y faire. La position de la touche entrée, vous savez, du coup il y avait des touches à droite de la touche entrée, puisque c'est un clavier très compact et j'ai eu beaucoup de mal à me faire à ça. Et puis aussi, au final, les touches étaient très proches les unes des autres et donc ils pardonnaient très peu mes fautes de frappe. Donc ça c'est sûrement ma faute, je suis pas suffisamment bon en dactylographie, mais du coup je faisais beaucoup plus de fautes avec, et de temps en temps quand j'étais bien placé, bien en face du clavier, que je bougeais pas trop, à ce moment là je pouvais avoir des petites sessions où je tapais correctement, mais en fait ça me faisait quand même trop de fautes de frappe, donc j'y m'y suis attelé pendant 2-3 semaines quand même, en me disant le clavier est vraiment différent, faut que j'essaye. Et j'ai pas réussi à m'y faire vraiment, donc je l'ai remis dans sa boîte et il repart très bientôt chez Logitech, qui a été très sympa d'ailleurs, enfin sympa, c'est-à-dire que je suis dans les temps j'ai pas dépassé le temps de retour, mais ils ont fait ça très bien, et la réponse a été rapide, ils m'ont envoyé une étiquette pour leur envoyer, enfin vraiment très bien, donc merci à eux, mais voilà, moi ça ne m'a pas convenu, voilà. Est-ce que tu penses que c'est arrangeable avec une V2 ou est-ce que Alors ma conclusion c'est que alors, je pense que le clavier est trop épais finalement, il est trop haut pour moi. Donc, un de nos auditeurs sur Twitter, pardon, je me souviens plus de son nom, m'avait fait la remarque que peut-être que c'est un clavier de chez Keychron me conviendrait mieux, parce qu'ils font des claviers mécaniques, mais moins épais. Et je regarde ça depuis longtemps, c'est une marque que je connais, mais malheureusement ils font pas de clavier AZERTY français, ils ne font que des claviers américains, et du coup je les ai de nouveau relancés parce que je l'avais fait il y a 1 an déjà, pour leur demander s'ils avaient prévu un clavier AZERTY, et pour l'instant ils ont pas ça dans leur carton parce que il n'y a pas suffisamment de demandes, en gros je dois être tout seul, donc malheureusement ils vont pas le faire tout de suite, et c'est un clavier un peu moins compact, c'est-à-dire en fait c'est ça que je cherche depuis longtemps, c'est un clavier qu'on appelle TKL, 10 keyless, qui est comme un clavier étendu d'Apple ou les autres, dans lequel on enlèverait uniquement le pavé numérique, et il resterait quand même la petite zone à droite avec les touches fléchées. Et là c'était trop compact pour moi, donc je pense qu'il y a ces deux choses là,
trop épais et trop compact. Et donc, j'ai pas réussi à m'y faire. Voilà. Merci pour cette suite, c'est hyper intéressant. Tu avais 2 autres choses à nous dire. Ouais, 2 autres choses. Alors, juste pour vous dire que moi, j'étais très fan de la série Mythic Quest sur Apple TV+. Et il y a la 3e saison que j'ai du mal à finir, qui me déçoit beaucoup. Alors voilà, tout ça pour rappeler que... Je suis en cours, ne spoil pas. Non, je spoil pas, et puis voilà, c'est juste mon sentiment. Je sais pas si ça te plaît, du coup, Ellie. J'ai démarré, j'ai du mal à continuer un peu, je suis d'accord. Ouais, voilà. Moi, j'étais très fan, hein. Moi, elle m'a fait beaucoup rire, cette série. C'est vraiment c'est très rigolo pour ceux qui l'auraient raté. C'est dans le domaine, on suit, c'est complètement loufoque, hein, une boîte qui fait un jeu en ligne 3D massivement en ligne, un peu à la World of Warcraft, on va dire comme ça. Mais c'est pas tellement le jeu qui est important, c'est les relations des gens au bureau. C'est vraiment très drôle. Il y a aussi un épisode en plein Covid. Ils ont tourné ça en Covid. C'est un des meilleurs épisodes. Il y a eu plein d'épisodes de séries télé consacrés au Covid. Et l'épisode Covid de cette série tourné via Zoom est absolument génial. Voilà. Donc les 2 premières saisons, moi j'avais adoré, et là grosse déception. Je vais aller jusqu'au bout un peu par respect, mais franchement j'ai du mal, donc je suis très déçu. Voilà. Et 3e truc, alors là Youpi, c'est un truc alors très technique pour ceux qui connaissent un peu les serveurs NAS Synology. Oui. Donc des serveurs multidisques qu'on peut mettre chez soi, enfin et puis dans les entreprises, j'installe ça beaucoup. Il y a le système de synchronisation donc qui s'appelle Synology Drive, qui permet de faire comme une Dropbox, mais qu'on gère soi-même, et qui inclut enfin, depuis très récemment, un système de fichiers à la demande compatible avec les Mac. C'était compatible avec les PC Windows depuis plusieurs années, mais le système de fichiers à la demande qui permet donc de faire comme avec Dropbox ou avec OneDrive ou avec un Cloud Drive, c'est-à-dire d'avoir dans le Finder la liste totale des fichiers qui sont stockés en ligne, ou dans ce cas-là sur son serveur. On les voit dans le Finder, mais avec un petit nuage s'ils ne sont pas stockés aussi sur l'ordi. Donc, et quand on double-clique dessus, le système de Synology Drive de synchronisation s'occupe de télécharger le fichier pour pouvoir ensuite l'ouvrir. Donc c'est vachement pratique. On connaît ça peut-être déjà avec Dropbox, pour ne pas avoir à tout stocker sur son ordi et en même temps qu'en ligne. Voilà, c'est enfin compatible avec les Mac. Synology a toujours dit pourquoi, c'est qu'il fallait absolument qu'ils utilisent le système d'Apple, qui est celui utilisé par Apple pour la synchronisation d'iCloud Drive. Et ben c'est pareil avec Synology Drive. Voilà, c'est arrivé. Et youpi, là, je vais passer une bonne partie de l'année à installer ça chez des clients. Ça fait juste 5 ans que j'attends ça pour pouvoir enfin faire ça sur les Synology que j'installe. Donc là, youpi, gros coup de cœur, love avec les doigts. J'ai une question. Attends, il y avait une question de Gilles. Attends. Gilles, une question. Oui, c'est disponible avec la dernière mise à jour du logiciel interne. Oui, c'est une bonne question. Il faut avoir la version 7.1 de DSM, qui est le système d'exploitation des NAS Synology, et la toute dernière version aussi du client Synology Drive pour faire la synchro sur les ordis, sur les Mac. Voilà pour ta réponse, Gilles. Ellie, donc... un carton rouge, carrément. Oui, en fait, j'étais très déçu parce qu'on avait parlé il y a quelques semaines déjà d'un logiciel qui nous semblait prometteur, mais on avait débattu parce que tout le monde n'était pas d'accord. Fabrice en particulier n'était pas du tout d'accord avec moi là-dessus, qui s'appelait Rewind, qui permettait d'enregistrer en temps réel tout ce qu'on faisait sur le Mac et de pouvoir revenir, etc. Donc je m'étais inscrit au bêta-test, évidemment, j'attendais impatiemment, et là, début d'année, j'ai reçu un mail en me disant... Cher bêta-testeur, ça y est, vous pouvez tester notre produit. Pour l'instant, il ne fait pas encore grand-chose par rapport à ce qu'on a montré dans les démos, mais vous pouvez commencer à le tester pour la modique somme de 20 € par mois pour être bêta-testeur et nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas.
ils n'ont pas compris le principe du bêta-test ou j'ai raté un truc là, parce que franchement, et donc je continue à recevoir des mails. Alors là, ils ont rajouté Zoom parce qu'avant on pouvait pas, et puis ils pensent rajouter l'audio dans les semaines qui viennent, etc. Mais le tout en dépensant 20 € par mois. Et ça, c'est en tant que bêta-testeur. Donc ça me fait beaucoup craindre que quand ce produit sera finalisé, ça coûte un bras en abonnement. Donc du coup, ça enlève une grosse partie de l'intérêt de la chose, pour moi en tout cas. Fabrice ? Oui, comme Lille le faisait remarquer, effectivement, moi ça me plaisait moyen, et j'ai entendu en plus des gens qui ont fait le bêta-test, donc qui ont craché au bassinet les $20 ou 20 € pour essayer, et qui, alors on continue sur le 20, le chiffre 20, c'est qu'a priori, pour ne pas faire tout ce qui est annoncé, la bêta consomme à peu près 20% de ressources système sur un Apple Silicon. Wow. Alors, je suis pas prêt de l'installer, les enfants. Même si on te l'offre ? Même si on me l'offre, donc exactement. Bon, moi j'ai un carton orange clair que je m'auto-attribue pour vous avoir laissé tomber comme de vieilles chaussettes pendant cette petite période de la fin 2022, du début 2023. Non, très honnêtement, j'ai un peu surestimé ma capacité à trouver du temps, et j'ai eu tellement de boulot que j'ai pas réussi du tout à raccrocher les wagons entre les réveillons et aujourd'hui. Et donc, moi aussi, le temps m'a semblé un peu long. J'aurais aimé pouvoir vous prévenir et qu'on anticipe tout ça. J'ai pas pu le faire, et voilà. Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je m'adresse à la fois à vous, mes amis de la team iWeek, et puis aussi à vous qui nous écoutez. Sachez que moi, vous m'avez beaucoup manqué et que je suis très heureux de vous retrouver. Voilà ce que je voulais vous dire. Tu es tout pardonné, mon capitaine, en ce qui me concerne, et effectivement, j'espère que nos auditeurs aussi te pardonnent. Bon, voilà pour ce premier épisode de 2023, une année qu'on va avoir le bonheur, le plaisir de passer avec vous. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté Patreon, rejoignez-la. Vous nous aiderez ainsi à continuer l'aventure iWeek. Alors ça se passe sur patreon.com/iWeek. J'ai promis de ne pas lâcher l'info tant qu'on ne sera pas prêt, mais on peut peut-être vous dire que nos premiers produits dérivés arrivent très bientôt et qu'on va vous en parler incessamment dans iWeek, la semaine Apple. Ce 119e numéro d'iWeek, la semaine Apple, justement, vous le retrouvez également en vidéo, en avant-première dès maintenant et sans pub sur patreon.com/iWeek, tout comme notre bonus hebdo exclusif réservé à notre communauté, justement, dispo en audio et en vidéo. Et cette semaine, Fabrice, il va être consacré à mon retour à l'iPhone SE, et même pas de dernière génération. Incroyable, non ? Ça va nous faire rêver. Alors, si vous n'êtes pas contributeur et que l'épisode vidéo vous intéresse, encore un peu de patience, il sera sur YouTube à partir de dimanche. Merci d'avoir été à ce premier rendez-vous de l'année 2023, mes amis. Salut Fabrice. Salut mon capitaine, très content de ton retour et d'avoir recommencé l'année comme il faut. Et voilà. Moi aussi, pareil. Salut Ellie. Salut tout le monde, à la semaine prochaine si tout va bien. Et je te souhaite plein d'iPhone 14 Pro, puisqu'apparemment il y en a à nouveau dans les tuyaux. Mais c'est magique, après Noël, bizarrement ces produits ressurgissent, c'est dingue. Hein. C'est le miracle de Noël. Et salut Gilles Dunès. Salut Benjamin, j'étais ravi de vous retrouver tous, et je vous dis à la semaine prochaine. On est ravis aussi que tu sois là. Retour à la normale donc dès la semaine prochaine. On vous dit à mercredi prochain. On sera le 18 janvier 2023. Ce sera l'épisode 120. D'ici là, la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple, reprend ce vendredi 13 janvier, 5 à 10 minutes avec les infos essentielles des dernières 24 heures. Abonnez-vous, suivez la quotidienne iWeek sur votre plateforme de podcast préférée.
Puis en plus c'est gratuit, hein, donc allez-y, cliquez, vous ne manquerez plus aucun épisode. Pour Patreon, c'est patreon.com/iweek, vous le savez. Et puis pour les évolutions annoncées qui arrivent très concrètement, on vous donne rendez-vous très bientôt. Twitter @iweeknews, Instagram @iweek.news. Prenez bien soin de vous, parlez de nous autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, on a besoin de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous, bonne soirée, bye bye. Bonne semaine et bon week-end. Bye bye. Bye bye. Bye bye.